Donc, parfait. Merci beaucoup, Valérie. L'enregistrement a commencé. Bonjour tout le monde. Bonjour, bienvenue à ce webinaire du risque. Donc, si c'est la première fois pour vous que vous participez à nos webinaires, sachez que c'est un événement bimensuel. Donc, notez-le dans vos agendas et puis suivez nos réseaux sociaux pour vous informer de nos webinaires. Le dernier webinaire, il était à 2 semaines et c'était vraiment une réussite. Celui-là, je vous annonce que ça va être vraiment une vraie réussite. Donc, si c'est la première fois pour vous que vous participez à nos webinaires du risque, je vous informe que le risque, c'est le groupe intersectoriel des inondations du Québec. Il est né suite aux inondations de 2017. C'est un réseau qui réunit toutes les universités du Québec et qui se charge et puis qui a la responsabilité de regrouper les scientifiques, les chercheurs, les étudiants, toutes parties prenantes impliquées dans l'étude et la question des inondations. Donc, pour ce faire et dans son axe de mobilisation des connaissances, propagation de l'information, on a comme activité, une de nos plusieurs activités, l'activité des webinaires. Et quand vous voyez ici, on a un site web qui est vraiment riche en webinaires que je vous invite à aller visiter. Mais si vous souhaitez participer ou si vous avez quelqu'un qui souhaite participer ou que vous voulez nous recommander, il nous serait vraiment, ça nous fera plaisir de recevoir sa candidature. Donc, on reçoit avec nous aujourd'hui, il nous fait un grand plaisir de recevoir Anne-Sophie Gousse-Lessard, qui est professeure associée à l'Institut des sciences de l'environnement à l'ISE. C'est aussi ma collègue au risque. Elle est co-directrice du groupe interdisciplinaire de recherche sur l'éco-anxiété. Anne-Sophie, elle a dans sa valise vraiment un large spectre d'activités et de responsabilités. Donc, entre autres, elle est chercheuse indépendante en psychologie sociale et en environnement et coordinatrice aussi du pôle ISE-CIROD au sein du risque. Anne-Sophie, elle a ses travaux de recherche portent notamment sur les processus motivationnels et psychologiques soutenant l'action écosociale et sur les impacts psychosociaux des changements climatiques. Donc, outre ces fabuleux paradigmes et termes scientifiques, Anne-Sophie va nous parler aujourd'hui de l'éco-anxiété et aussi de l'activisme et de la dépendance individuelle et collective à l'autosolo dans une perspective de transition écologique. Ces travaux donc portent à tout ce qui est l'avenir de notre société, l'avenir de notre planète et puis tout ce qui est relié à la présence et puis à l'anxiété, à notre santé psychologique. Donc, je donne la parole aujourd'hui à Anne-Sophie. Bienvenue, Anne-Sophie. Et puis, je vous souhaite un excellent webinaire. Merci, Manel. C'est très gentil. Mais, merci de m'offrir cette opportunité de vous parler aujourd'hui. Donc, je vais partager mon écran pour commencer la présentation. Voilà. Est-ce que... Ah, c'est lequel que vous voyez? Est-ce que c'est en haut? C'est beau, c'est beau. C'est la slide, c'est la première. C'est le complet, parfait. Splendide. Alors, oui, merci beaucoup d'être présent. Je vois des visages et des noms connus aussi. Je suis très contente. Donc, avant de plonger dans le vif du sujet, là, je tiens à remercier deux équipes vraiment importantes pour moi. Donc, le groupe interdisciplinaire de recherche sur l'éco-anxiété et l'engagement citoyen que j'ai la chance de co-diriger avec Maxime Boivin, chercheuse à l'INSPQ. Puis aussi, l'équipe du risque au sein de laquelle je suis engagée depuis, ça fait 2 ans et demi que je travaille avec le risque. Puis, ce que je vais vous parler, montrer aujourd'hui est issu, en fait, des travaux à la fois du GIREC et aussi d'une collaboration avec le risque. Donc, je trouvais important de les nommer. Alors, petit plan de la présentation. Je vais commencer par faire un tour d'horizon sur les liens entre la nature et la santé pour ensuite parler des impacts des changements climatiques sur le bien-être psychosocial et terminer avec le cas spécifique de l'éco-anxiété. Avant, j'espère d'avoir le temps d'avoir une période de questions et de discussion avec vous. Donc, nature et santé, il y a de plus en plus de documentation scientifique qui
s'intéresse au lien entre la nature et la santé. En psychologie de l'environnement, un des grands postulats de base, hein, c'est qu'on est interdépendant, on a des transactions, des interrelations avec, avec notre environnement. Ce que l'on fait, pense, ressent est en partie fonction de l'environnement dans lequel on est. Donc, on développe notre identité, notre rapport au monde dans et via nos transactions, pas seulement, et nos relations, pas seulement avec notre environnement dans la sphère sociale, mais aussi avec notre environnement bâti et naturel. Il y a plusieurs niveaux d'environnement qui nous influencent, donc du plus petit, hein, donc ce qui se passe à la maison, au travail, va influencer nos comportements, notre bien-être psychologique, mais ce qui se passe dans le voisinage, au niveau à l'échelle de la ville et de la planète, de la biosphère aussi, va impacter plus ou moins directement notre bien-être, nos comportements. Ceci fluctue dans le temps, évidemment, et change selon les cultures. Donc, la relation à la nature va changer, notre interprétation, nos croyances, nos perceptions, nos attitudes, et l'impact sur notre bien-être change aussi selon la culture dans laquelle on est. Est-ce que j'ai une de l'autre bord? Voilà. OK. Donc, nature et environnement, on sait la nature peut nous faire du bien, entre autres, le cas spécifique des espaces verts peut avoir des impacts positifs sur notre santé physique, sur notre santé psychologique. On le sait, la présence d'espaces verts est un enjeu de santé publique dans les villes. Non seulement ça va améliorer notre santé physique, mais ça peut aussi diminuer les symptômes de dépression, par exemple, voire les idéations suicidaires. Donc, il y a une foule d'études qui démontrent les impacts bénéfiques au point de vue de la santé publique, d'avoir des espaces verts accessibles, adéquats, fournis. De qualité pour la santé mentale. Ça joue aussi sur le stress, donc la nature qui va diminuer le stress, qui va augmenter nos capacités d'attention, nos capacités cognitives, de concentration, qui va améliorer notre humeur, qui va améliorer nos capacités de réflexion, de créativité et qui va impacter aussi notre sentiment de bien-être général, de satisfaction de vie générale. La nature a aussi des impacts positifs sur nos relations interpersonnelles, plus sur les dynamiques sociales. Donc, il y a des études qui ont lié ça à plus d'empathie, d'amabilité, plus de cohésion sociale, un engagement donc, dans la communauté via l'attachement à nos milieux de vie. Là, je fais un petit détour justement sur l'attachement au lieu, à nos milieux de vie, parce que ça peut expliquer en partie les effets sur la santé mentale quand notre milieu de vie est détruit, par exemple, ou changé à cause des changements climatiques. Donc, le modèle tripartite nous informe sur la complexité du sentiment d'attachement au lieu. Le lieu où on s'attache à différents niveaux, la maison, le quartier, la ville. On peut ressentir un attachement au lieu à différents niveaux. On peut être attaché à cause des caractéristiques spécifiques physiques, par exemple, où il y a un lac qu'on aime bien, par exemple, où les restos du coin sont intéressants, etc. On peut s'attacher à cause des caractéristiques sociales. On sent qu'on est attaché aux gens dans ces lieux-là, c'est des lieux qui facilitent les relations sociales harmonieuses, par exemple, ou qui sont liés à notre identité de groupe. On peut être attaché personnellement, hein, parce que ça nous rappelle notre vécu, notre enfance, des événements importants qui se sont passés dans notre vie. C'est à cet endroit-là qu'on a fait la demande en mariage, par exemple, etc. Ou ça peut être lié à des souvenirs de groupe, une histoire, une culture, des traditions également. L'attachement au lieu aussi, il y a plein de processus liés, des processus affectifs. Hein. On aime un endroit, on vit des émotions positives à un endroit.
c'est lié avec la notion de topophilia, quand on apprécie cet endroit-là. Et quand on apprécie un endroit qui il y a des croyances, des perceptions positives liées à ça, mais on a le goût de s'impliquer, de s'engager, donc par des comportements, soit des comportements de préservation, des comportements de protection. Donc, on s'engage dans nos milieux de vie quand on est attaché. Et donc, comme je l'ai dit, ça explique, par exemple, quand, à la suite d'une inondation, d'un ouragan qui détruit notre maison, notre quartier, mais ce n'est pas juste du matériel qui vient de détruire, c'est une partie de nous-mêmes et c'est en partie à cause de l'attachement au lieu qu'on peut voir des symptômes de deuil, par exemple, et des problèmes même identitaires, d'identification, beaucoup de tristesse, d'anxiété également, parce que c'est une partie de nous-mêmes qui part en même temps, et donc ce n'est pas que du matériel. Et donc, l'attachement au lieu peut être positif, mais également, l'environnement peut nous affecter de façon négative. Et là, on peut parler de stresseurs environnementaux. Il n'y a pas seulement les changements climatiques qui ont un impact négatif sur notre santé, la santé mentale, le bien-être, mais il y a aussi d'autres stresseurs, dont la densité, le bruit, la congestion, la pollution de l'air. On sait les impacts sur la santé, mais ça impacte également notre qualité de vie à l'échelle psychologique. Et donc, les changements climatiques peuvent être mis dans ce grand ensemble de stresseurs environnementaux, un stresseur plutôt complexe, évidemment. Donc, il y a de plus en plus de documentation scientifique sur les impacts des changements climatiques sur la santé. Il y en a plus sur la santé physique. D'ailleurs, je vous encourage à écouter le dernier webinaire du risque où Dr Pétrin Desrosiers a parlé beaucoup de la question. Excellent webinaire. Donc, je m'inscris un peu en complémentarité avec son webinaire d'ailleurs. Et donc, au niveau à l'échelle plus de la santé physique, on connaît de Lancet, en fait, qui sort à chaque année le Lancet Countdown on Health and Climate Change. Donc, c'est un rapport annuel avec plusieurs indicateurs. Donc, le dernier en 2021 qui rapporte 44 indicateurs qui révèlent une augmentation constante des effets du changement climatique sur la santé, et qui révèle aussi une réaction tardive et incohérente des pays du monde entier par rapport à ces enjeux-là. Donc, je vous encourage fortement, si vous êtes intéressé à la question santé et changement climatique, c'est un incontournable sur cet enjeu. Un petit peu plus proche de nous, il y a un récent rapport vraiment très, très intéressant que je vous encourage aussi à aller fouiller. La santé des Canadiens et des Canadiennes dans un climat en changement. Très bien documenté avec des études scientifiques très intéressantes sur la santé physique, donc et la santé mentale également. Donc, quelque chose qu'on parlait beaucoup moins ou peu, voire pas du tout avant, qui commence à être pris de plus en plus en compte et c'est une bonne chose. Un petit peu plus proche de mon domaine d'expertise en psychologie, il y a la American Psychological Association, donc c'est l'APA, une grande association de psychologie aux États-Unis qui a formé un task force, donc un groupe spécifique de travail sur la question des changements climatiques et l'impact sur la santé mentale des gens, qui ont sorti 3 rapports jusqu'à la date, mais le dernier en 2021. C'est un rapport qui partage les plus récentes et meilleures connaissances sur les nombreuses façons dont les changements climatiques influent sur la santé mentale à l'échelle individuelle et communautaire, sur la façon dont les inégalités structurelles font que certaines populations sont touchées en premier et de façon plus grave. Et le rapport aussi parle de l'inventaire des solutions disponibles pour développer la résilience, pour renforcer les soins et susciter l'engagement en vue d'un progrès qui serait transformateur. Donc, un autre rapport très important sur les enjeux changement climatique et santé. Donc, je vais essayer de
dans les prochaines diapos, là, de faire un tour d'horizon justement sur ces impacts des changements climatiques sur la santé, surtout sur le bien-être psychologique. Les impacts peuvent être de trois ordres, donc direct, indirect et vicariat. Donc, les impacts directs, peuvent être aigus, c'est des événements ponctuels. On pense aux événements météorologiques extrêmes, par exemple, inondations, feux de forêt, ouragans. Ils peuvent aussi être chroniques. Donc, ça, c'est quand on vit les impacts directs, donc quand on vit directement les effets des changements climatiques. Et donc, chronique, on peut parler de sécheresses qui reviennent, la progression de l'érosion des berges, par exemple, la montée des eaux. Ça, c'est des impacts plus chroniques et graduels. Il y a des impacts indirects. On parle souvent d'impacts en cascade. Donc, par exemple, lors d'une inondation, peut-être que notre maison ne sera pas inondée, mais peut-être qu'on va perdre notre emploi à cause de l'inondation. Et la perte d'emploi va créer un stress immense qui peut perdurer, qui peut devenir chronique aussi et qui va avoir des impacts sur la santé mentale, le bien-être psychologique. Donc, dans les impacts à cascade, suite à un événement extrême, par exemple, on peut parler des famines, des déplacements, la migration, la réunification, la lutte pour les ressources, pour l'eau, etc. Je reprends un exemple avec les inondations, un impact indirect, et aussi quand on a de la difficulté, après l'inondation, quand on a de la difficulté à faire reconstruire la maison, où on doit se battre pour avoir du financement ou pour avoir des assurances, etc. Bien, ça, c'est un poids, c'est une charge mentale, un stress énorme, en plus d'avoir vécu l'événement, et donc qui va impacter aussi la santé et la santé mentale. Troisième type, vicariat, je vais en parler plus quand je vais parler d'éco-anxiété, mais vicariat, c'est qu'on n'est pas obligé de vivre les effets des changements climatiques pour ressentir des émotions plus ou moins désagréables ou de la détresse face à ces changements climatiques-là. Donc, le rôle des médias ici, de l'éducation, puis des discours sociaux, les normes sociales autour, comment les gens parlent des changements climatiques ou de l'ensemble des problématiques environnementales peut affecter notre sentiment de bien-être psychologique. Puis, je vais en reparler tout à l'heure. Là, je fais un petit peu d'autopromotion ici parce que les diapos suivantes, je vais vous présenter des modèles un peu pour mieux comprendre les effets sur la santé, sur le bien-être psychologique, qui se retrouvent en fait dans notre dernier article qui est sur le point d'être publié, là, qui est sous presse. Dans la revue Disaster Prevention and Management. Donc, c'est un incroyable travail d'équipe avec des chercheurs et chercheuses que j'admire et membres du risque d'ailleurs. Puis, les informations que je vais vous présenter aussi sont aussi issues du rapport, le Global Assessment Report, qui est un rapport du Bureau des Nations Unies pour la réduction des risques de désastre, qui est qui vient en complémentarité du rapport du GIEC, là, mais qui est spécifique aux risques systémiques, donc pas seulement les changements climatiques, mais tout risque systémique et leur impact sur les populations, l'économie, etc. Donc, les impacts directs et indirects et vicariats ont des effets sur le bien-être à l'échelle, entre autres, individuelle. Donc là, c'est une liste là, de qu'est-ce que la documentation scientifique a retrouvé comme effet potentiel des changements climatiques à l'échelle individuelle. On peut parler donc d'anxiété, de syndrome de stress post-traumatique, de dépression, d'idéation suicidaire, de crise de panique, de troubles de sommeil, d'impuissance, des abus de substances, de drogue, d'alcool, des troubles d'adaptation, des crises identitaires, donc du côté négatif, mais des recherches montrent aussi qu'il peut avoir des effets parfois positifs
quand il arrive des événements météorologiques extrêmes, par exemple, dont un sentiment de croissance post-traumatique, c'est-à-dire le personal growth. Là, on sent qu'on s'épanouit parce qu'on est fier d'avoir passé au travers d'un événement, que peut-être qu'on a ressenti plus de solidarité, on se sent plus efficace. Aussi, et on peut ressentir de l'espoir. Donc, ce sont aussi des émotions. Oups, encore une fois, je recule. Désolée. Qu'on peut ressentir à l'échelle individuelle. À l'échelle des ménages, ici, je m'excuse pour les pictogrammes un peu totalement hétéronormatifs, mais j'ai fait exprès parce que les femmes dans les couples hétéronormatifs sont particulièrement impactés quand il arrive un événement, un désastre, une catastrophe, par les dérèglements dans les dynamiques familiales, mais ils sont aussi victimes de violences et d'agressions, ainsi que les enfants aussi. Donc, c'est des choses relevées par plusieurs études. Donc, instabilité, divorce également à l'échelle du ménage. À l'échelle communautaire, c'est une échelle qu'on tend parfois à oublier, à sous-estimer, mais les changements climatiques peuvent amener de l'agitation sociale, des violences, des agressions, des crimes, des émeutes. On sait, par exemple, qu'il y a de nombreuses études qui font un lien entre l'augmentation de la chaleur, la chaleur accablante et les comportements agressifs et les émeutes, par exemple. On voit aussi la polarisation sociale, la perte de cohésion sociale, de la discrimination, ce qui amène aussi là, en cascade souvent des pressions sur le système de santé. Mais encore une fois, même à l'échelle communautaire, certains rapportent également des sentiments d'efficacité collective, la solidarité, un sentiment d'appartenance qui peuvent aider à diminuer les impacts psychologiques des désastres, par exemple. Donc, le sens attribué aux stresseurs, aux impacts directs et indirects, va aussi jouer sur les effets psychologiques, entre autres, là, à différentes échelles, à l'échelle individuelle et communautaire. Donc, le sens attribué, puis le degré de contrôle aussi. Ici, vous voyez, c'est un modèle typique, classique, là, de modèle de gestion du stress qui a été appliqué à des situations, au changement climatique. Et donc, l'individu face à la menace, c'est sûr que la nature de la menace est importante. Est-ce que c'est un événement aigu, chronique, est-ce qu'il va revenir, etc. Puis après, l'individu entre en phase de pré-réponse, en fait. Donc, il va évaluer pour lui, sa perception, elle ou lui, sa perception de la menace. Est-ce que c'est grave? Est-ce que ça me touche? Est-ce que ça touche ma famille, par exemple? Il va entrer dans une évaluation des stratégies à mettre en place. Est-ce qu'il y a des choses à faire? C'est quoi les options possibles? Il va évaluer la situation. Puis, il va vivre des émotions aussi, puis il va attribuer soit les causes de l'événement. Est-ce que c'est un événement qui a été causé par une erreur humaine? Est-ce que c'est un événement naturel, par exemple? Puis, et qui sont les responsables aussi pour la suite des choses? Est-ce que moi, j'ai une responsabilité? Est-ce que c'est les autorités qui ont la responsabilité de gérer la situation, etc.? Toutes ces questions, ces réflexions vont amener différentes réponses, soit à l'échelle au niveau intra-individuel ou comportemental. Des réponses intra-individuelles, en fait, c'est dans la gestion des émotions, comment la personne va réussir à passer outre peut-être les émotions plus négatives de peur, d'anxiété, pour éventuellement agir. Et donc, de s'engager pour soit la famille, se protéger ou remettre en ordre le quartier, par exemple, le milieu de vie, etc. Et donc, la façon que les gens vont gérer la situation, à la fois leur stress individuel et les comportements, ça va impacter la santé mentale, le bien-être psychologique. Évidemment, là, il y a une boucle de rétroaction, c'est-à-dire que ce n'est pas linéaire, cette chose-là, c'est un processus dynamique
tout le temps en progression. Cette façon de réagir aux stresseurs, à un événement, un désastre, etc., va être modulée, influencée aussi par différents facteurs. Bon, évidemment, là, comme j'ai dit, la nature réelle de la menace est importante. Est-ce que c'est dangereux? Est-ce que c'est une question de survie? Est-ce que c'est nocif, nuisible, etc. L'information disponible en temps de crise aussi va, même avant en prévention, mais aussi pendant l'intervention et après pendant le rétablissement, est vraiment important. Est-ce qu'il y a de l'information? Est-ce qu'il y a beaucoup d'incertitudes ou j'ai de l'information pour savoir comment passer au travers de cette situation-là? Est-ce que l'information est accessible, cohérente, vulgarisée? Est-ce que je me sens outillée aussi pour passer au travers? Ça va impacter les effets sur la santé mentale par la suite. Il y a des caractéristiques individuelles qui vont aider aussi. Donc, est-ce que la personne est fondamentalement, est-ce que la personne a une personnalité plus optimiste, par exemple, ou est-ce qu'elle se sent efficace? On sait que aussi l'historie de la santé mentale va avoir un impact également sur les réponses de coping, mais donc les effets psychosociaux aussi. À l'échelle communautaire aussi, on peut se demander si il y a un capital social fort, c'est-à-dire si la communauté est tissée serrée, si elle est soutenante, s'il y a des services, est-ce qu'il y avait un plan d'action aussi en cas de désastre, par exemple? Est-ce qu'il y a de l'aide aux citoyens? Est-ce que les citoyens ressentent un sentiment d'appartenance large là, qui va aider à la solidarité et à l'entraide, etc. Donc, ce que j'essaie de dire, c'est que oui, il y a la santé mentale, donc des impacts au niveau individuel, mais ça est directement influencé des autres échelles, en fait. Comment, en tant que communauté et société, on se prépare et on est outillé pour faire face. Je vous montre entre autres un modèle systémique c'est une carte de la santé. Des déterminants sociaux de la santé, en fait. Donc, oui, il y a la santé physique, santé mentale, santé globale. Il y a les caractéristiques individuelles qui viennent influencer ça, mais il y a aussi tout le milieu de vie, les systèmes, les institutions et le contexte global aussi qui va grandement influencer les impacts sur la santé mentale d'événements traumatiques, par exemple. Donc, un autre modèle socio-écologique, mais directement spécifique au désastre. On voit encore là à l'échelle individuelle, communautaire, institutionnelle et globale. Et les facteurs de risque et de résilience à chacune des échelles va influencer le niveau de résilience des individus et des communautés, puis les impacts sur la santé mentale également. Un grand enjeu amené par les changements climatiques, c'est le chevauchement de crise et de choc. Donc, les risques systémiques qui peuvent se côtoyer, qui vont arriver de plus en plus souvent, mais qui vont se chevaucher aussi, pardon. Donc, on peut parler d'instabilité géopolitique, des guerres, des conflits, on peut parler d'économie vacillante parfois, en plus des changements climatiques. Ici, on voit, c'est la ligne jaune, vert, jaune ici, c'est la réponse face à un stresseur, face à un événement, un désastre et tout. Ça, c'est, si on regarde seulement cette ligne-là, c'est une figure classique de comment on répond à un événement, à un choc, finalement. Donc, au départ, là, on est en mode survie. On essaye on garde nos forces, en fait, puis on se sent, on a l'énergie pour gérer la situation, prendre soin de la famille, regarder, essayer de chercher des solutions, etc. Cette phase-là peut continuer quelques semaines, mais au bout d'un moment où on vit, donc c'est un moment très, très stressant qu'on est en mode survie, éventuellement, tôt ou tard, on tombe dans une zone, dans une phase d'épuisement, à la fois mentale et physique. C'est ici qu'on peut avoir beaucoup d'effets sur
l'état mental, mais en plus, tomber malade. On sait que plus on vit de stress, plus ça a un impact aussi sur la santé physique. Donc, l'enjeu avec les changements climatiques, c'est s'il arrive un deuxième choc avant que la population soit rétablie du premier choc, mais ça va poser des problèmes à tous les niveaux, au niveau de la santé des individus, mais aussi au niveau des systèmes, le système de santé, le système de soins, des interventions, des autorités civiles, etc. Puis on en voit de plus en plus. Un exemple précis, en 2020, à l'arrivée de la pandémie, on a eu la chance, entre guillemets, ici au Québec, de ne pas avoir de très grandes inondations. En 2020, on a été épargnés. Il y a eu des grandes inondations en 2017, 2019. 2020 a été relativement bien de ce côté-là. S'il y avait eu un début de pandémie, en plus d'avoir des inondations majeures, ça aurait été très, très, très difficile à gérer. Et les impacts sur la santé et la santé mentale auraient été encore plus forts, alors qu'on sait que déjà, avec la COVID qui se prolonge, il y a des impacts. Donc ça va être quelque chose à prendre en compte aussi dans les plans d'intervention. Ce qui m'amène enfin à l'éco-anxiété, donc qui peut être caractérisé comme un impact vicariant des changements climatiques. On en parle beaucoup, on l'entend beaucoup dans les médias, dans la population. C'est un terme un peu parapluie ou fourre-tout. L'intérêt des scientifiques est en augmentation aussi, ce qui est une bonne chose. Donc, depuis environ 10 ans, on en entend parler, mais c'est vraiment dans les 5-6 dernières années où le nombre d'études et de papiers scientifiques, en fait, là, qui sortent de plus en plus, puis c'est une bonne chose parce que le concept est de mieux en mieux défini, de mieux en mieux compris, de mieux en mieux mesuré, ce qui était des mesures validées qui viennent de sortir dans les dernières années. Mais il reste quand même un certain flou autour de ce concept-là. Alors, je vous propose de faire un petit tour, de vous donner un aperçu de c'est quoi le phénomène de l'éco-anxiété. Donc, l'aperçu va, en fait, je vous amène là, au travers de cette échelle, de ce schéma notionnel-là, donc qui est issu de notre recherche. On a fait une grande recension des écrits sur l'éco-anxiété dans les dernières années et c'est ce qui est ressorti un petit peu de notre recension. Donc, je vous amène là-dedans. D'abord, le concept même d'éco-anxiété. Donc, je vous offre une définition ici qui est donc l'éco-anxiété est un état de malaise psychologique et parfois physique de degré variable, caractérisé par l'appréhension d'une menace plus ou moins éloignée dans le futur et significativement associée à la catastrophe écologique, elle-même perçue comme incertaine, difficilement prévisible et peu contrôlable. Donc, je remercie mon collègue Félix Lebrun-Paré qui a travaillé beaucoup sur cette définition-là. Il existe plusieurs définitions de l'éco-anxiété. Les chercheurs ne s'entendent pas tout le temps sur la définition. Ici, on a essayé de faire d'intégrer plusieurs dimensions de l'éco-anxiété. D'abord, que c'est une anticipation d'une menace future. Donc, on n'est pas en réaction à quelque chose, un événement qui s'est passé, mais c'est une menace future. Donc, par exemple, les changements climatiques ou leurs effets sur nous-mêmes, sur les autres, sur les générations futures, par exemple. Cette éco-anxiété peut être accompagnée de symptômes physiques, donc de tension musculaire, d'état d'hypervigilance, de palpitations cardiaques, d'étourdissement, de transpiration, par exemple. Ça peut être lié à des inquiétudes, à des sentiments de perte de contrôle, voire d'impuissance. Au niveau cognitif, il peut y avoir des symptômes aussi de difficultés de concentration, des pensées incontrôlables ou envahissables. On est, par exemple, dans un moment social entre amis et on a des images de fin du monde qui nous arrivent de façon incontrôlable.
où on devient triste facilement en y repensant. Il faut dire aussi qu'avec les diverses définitions qui existent, il y en a qui parlent d'abord de climate anxiety, donc spécifiquement lié au changement climatique, alors que l'éco-anxiété peut avoir une définition un peu plus large. Là, ici, on a parlé de catastrophe écologique, mais qui peut englober l'ensemble des problématiques environnementales, des pollutions diverses, à la perte de la biodiversité, par exemple, la destruction des écosystèmes. Donc, ce n'est pas seulement lié au changement climatique. Il y en a qui parlent aussi d'une peur, d'une anxiété existentielle, hein, qui remet en cause la notion de sécurité ontologique. Donc, la sécurité ontologique, c'est quand on prend en fait pour acquis certaines constances, on sait où on s'en va, comment la société fonctionne, on se sent en sécurité et les changements climatiques ou les autres problèmes environnementaux viennent nous mettre un peu à une mort possible, soit de nous, ou de l'humanité ou d'une partie de nos sociétés et qui rendent les choses beaucoup plus incertaines qu'on le pensait. Donc lié à une crise aussi existentielle. Petit détour sur les éco-émotions. L'éco-anxiété, c'est une des façons de réagir face à la menace, mais il y en a plusieurs. Ici, c'est le travail de Panu Picala, c'est un chercheur top. Si l'éco-anxiété vous intéresse, allez lire ses nombreux écrits sur la question. C'est vraiment une sommité. Ici, qui nous offre cette année, en 2022, une taxonomie, une typologie des éco-émotions qui façonne notre réponse au changement climatique et qui est liée à notre résilience également. Donc, des émotions. Là, je ne passerai pas au travers là, parce que sa typologie est vraiment assez détaillées, mais des émotions de surprise, de peur face à la menace, de tristesse, de forte anxiété ou de dépression, de culpabilité, de colère, d'indignation, d'hostilité, mais aussi des émotions positives, parfois qu'on peut ressentir face au changement climatique et ou face au fait d'agir, de lutter contre les changements climatiques. On peut se sentir motivé, déterminé. On peut avoir un sentiment d'appartenance, de fierté, d'espoir, de gratitude, de compassion, de sollicitude envers soi-même ou les autres également. Sur les émotions, ici, c'est des résultats préliminaires qu'on a eus dans un projet de recherche fait auprès de jeunes adolescents du secondaire. On est allé demander, entre autres, quand vous pensez au changement climatique, à quel point vous vivez les émotions suivantes. Puis on voit, ici, là, c'est le sentiment d'impuissance. On voit que 35% des jeunes rapportent qu'ils sont assez d'accord avec le fait qu'ils vivent des émotions de l'impuissance face au changement climatique. Et donc, il y a plusieurs émotions ici là, vécues quand même assez fortement par les jeunes du secondaire. J'ai encore reculé, voilà. Sur le concept même de l'éco-anxiété, plusieurs se demandent si c'est une pathologie ou du moins les chercheuses dans le domaine disent que non, pas nécessairement, mais ce qu'on entend beaucoup dans le discours populaire, c'est qu'il faudrait guérir de l'éco-anxiété ou l'éco-anxiété, c'est même rendu en fait une insulte dans la population parfois. Et donc, les chercheurs et chercheuses s'entendent pour dire que l'éco-anxiété n'est pas nécessairement une pathologie qui ça peut l'être, mais la grande majorité des gens, pour l'instant du moins, donc dans les études, les sondages, les enquêtes réalisées, rapporte un taux, une éco-anxiété qui serait modéré.
et donc qui serait, voire même adaptative. On sait que même l'anxiété en général peut être adaptative, qui nous met en état de vigilance, mais qui nous permet de porter attention sur des enjeux qu'on n'aurait pas porté attention, d'être éveillé, de se préparer, de changer, de modifier nos comportements pour le mieux, pour s'adapter, etc. Donc, ça peut être une réaction adaptative. Moi, ce que je dis souvent aussi, c'est ceux qui ne sont pas du tout obligés d'être éco-anxieux, évidemment. Mais ceux qui ne vivent pas de préoccupation, d'inquiétude, ceux qui sont indifférents, c'est eux autres qui me stressent un peu plus, qui me dérangent un peu plus, et non les personnes qui vivent une anxiété qui soit modérée et normale. Ça peut glisser du côté pathologique. Il ne faut pas le nier. Il y en a qui tombent dans une forme de détresse importante. Donc, quand l'anxiété ou l'éco-anxiété prend trop de place, dure dans le temps, l'intensité est élevée et ou quand la personne devient dysfonctionnelle ou que ça impacte plusieurs sphères, donc la vie sociale, le travail, les études, etc., là, il y a un drapeau rouge qui doit être levé, puis il faut aller chercher de l'aide dans ce temps-là. Donc, les sources de l'éco-anxiété, notre recension des écrits a relevé plusieurs sources, dont les événements météorologiques extrêmes. Par exemple, ici, on voit, puis j'ai oublié de mettre la référence, mais c'est une étude de Mélissa Généreux et son équipe à laquelle j'ai participé. Là, on avait 11 000 participants au Québec, puis on voit en fait le lien entre l'éco-anxiété puis le nombre de fois, le nombre d'expositions à un événement météorologique extrême. Donc, les gens qui n'ont pas vécu d'événements météorologiques extrêmes vont rapporter, ils étaient moins nombreux à rapporter de l'éco-anxiété, alors que ceux qui en avaient vécu n'en rapportaient plus. C'est pas une cause à effet. C'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'on vit une inondation, un ouragan, un feu de forêt qu'on va nécessairement vivre de l'éco-anxiété. Pour ça, ça peut être lié, mais pour ça, il faut être déjà sensibilisé. Il faut être capable de faire les liens entre ce qui vient de nous arriver et les changements futurs qui risquent d'arriver, que les chocs vont se répéter. Et ça, il y a de plus amples recherches devra être effectuées sur la question, mais ce n'est pas de cause à effet, mais ça peut être une source, un déclencheur ou un catalyseur d'éco-anxiété. Voilà. Sinon, bon, les médias, on le sait, la façon qu'on traite la question des changements climatiques peut impacter les changements, notre niveau de détresse. La parentalité également. Donc, de plus en plus d'études s'intéressent à ça. D'ailleurs, Simon Goulet-Tinaoui, un doctorant en psychologie, qui fait sa thèse là-dessus. Donc, comment la parentalité le fait de devenir parent peut augmenter notre détresse face à l'avenir. Et inversement aussi, comment on réfléchit à peut-être devenir ou ne pas devenir parent, ou tout simplement réfléchir aux générations futures qui peuvent qui peut amener des sentiments de détresse ou une panoplie d'éco-émotions, dont l'éco-anxiété. L'inaction gouvernementale aussi est liée à l'éco-anxiété. Il y a Ekman et ses collègues qui ont sorti une magnifique étude l'année passée, une étude qui ont conduit auprès de 10 000 jeunes de 16 à 25 ans dans 10 pays différents. Et un des résultats franchement parlants, c'est que oui, les changements climatiques étaient liés à la détresse, mais surtout l'inaction. C'est le sentiment d'abandon qu'ils ressentaient face aux autorités, face à ceux qui sont en position d'agir, en position de pouvoir. Ça crée beaucoup d'éco-anxiété. On le voit aussi, on a mené des groupes de discussion, des focus group au printemps dernier auprès de jeunes adultes. Et l'environnement social influence beaucoup. Donc, la dimension sociale de l'éco-anxiété est importante. De voir les autres ne pas agir ou continuer à consommer ou se rendre compte que dans notre famille, ça ne les intéresse pas. Et qu'il y a des barrières de ce côté-là, mais ça peut créer de la détresse.
Donc, il y a des facteurs de vulnérabilité et de protection. J'en ai déjà parlé lors de, bon, c'est à peu près les mêmes que lors d'événements météorologiques extrêmes là, que je vous ai présentés. Donc, il y en a à l'échelle individuelle, communautaire. Bon, les antécédents de troubles mentaux peuvent faire en sorte qu'on va vivre plus d'éco-anxiété. Les inégalités sociales aussi, si on fait déjà partie d'une population vulnérable, ou qu'on vit des inégalités, bien, on peut vivre plus d'éco-anxiété, par exemple. Les stratégies d'autorégulation. Donc, une chose à retenir ici, c'est que ce n'est pas tant l'éco-anxiété qui va avoir un impact sur le bien-être psychologique ou même le désir, la volonté de s'engager en matière de lutte au changement climatique ou en adaptation, par exemple. Mais c'est qu'est-ce qu'on fait avec, comment on fait face à cette éco-anxiété-là quand elle nous habite. Ça va être déterminant pour la suite des choses. Donc, il y a des stratégies de coping qu'on appelle des stratégies d'autorégulation. Donc, face à un stresseur, là, on peut réagir de différentes façons. Puis les stratégies, les mécanismes mis en place par les individus sont plus ou moins adaptatifs et vont impacter par la suite le bien-être psychologique. Donc, très rapidement, il y a des stratégies de déproblématisation, donc le déni, l'évitement, la pensée magique là, de penser que les scientifiques vont trouver une solution au changement climatique et tout. Ça peut aider un temps à diminuer la détresse ou l'anxiété, mais à long terme, ce n'est pas très adaptatif. Les plus adaptatifs ici sont les approches par problème, c'est-à-dire on va nommer nos émotions, on va les partager, on va s'entourer de gens qui nous comprennent. Puis, on va aller chercher, par exemple, essayer de trouver de l'information sur soit les causes du problème ou sur ce qui peut être fait. L'action est également une stratégie là, comportementale qui va venir non pas guérir de l'éco-anxiété ou enlever l'éco-anxiété, mais qui va faire en sorte qui va nous aider, ça va agir comme un buffer ou un tampon, en fait, qui va nous permettre de traverser, de passer au travers l'éco-anxiété pour donner un sens, une direction. La réorganisation du sens aussi, donc c'est quand une personne va dire, OK, oui, je vis de l'éco-anxiété, oui, j'ai peur pour l'avenir, mais il y a aussi des choses positives. J'ai aussi, par exemple, trouvé des amis qui me comprenaient quand j'ai un groupe d'amis qui on lutte ensemble là, pour changer les choses à notre niveau, à l'échelle de l'école, par exemple, ou de la municipalité, etc. Donc, c'est des gens qui sont capables de créer du sens dans l'épreuve. Ça va impacter positivement le bien-être psychologique par la suite. Donc, les indicateurs de bien-être ici, là, ça peut être, ce n'est pas seulement les troubles de santé mentale. Donc, ce n'est pas seulement le fait, est-ce que l'éco-anxiété est liée à des troubles d'anxiété ou à la dépression, par exemple. On voit que c'est corrélé, mais la science n'est pas capable de dire que c'est de cause à effet et tout, donc que l'éco-anxiété crée des troubles mentaux. Mais il n'y a pas seulement les troubles, donc ça peut nuire aussi au sens à la vie ou à notre satisfaction de vie en général ou à l'espoir, à notre vision du futur, de l'avenir, par exemple. Encore nos résultats préliminaires que je voulais vous montrer. Donc, les jeunes, on leur a demandé leur vision de l'avenir également. Puis on se rend compte que les jeunes du secondaire, dans notre échantillon, hein, c'est pas en général, c'est vraiment juste notre échantillon de presque 150 jeunes, je crois. Donc, plusieurs rapportaient que pour eux, l'avenir est effrayant, qui disent que leur génération et les suivantes n'auront pas les mêmes opportunités que celles de leurs parents, que les gouvernements les ont laissés tomber. C'est quand même un quart de notre échantillon qui croit ça, mais il y avait aussi de l'optimisme, donc qui croit qu'il n'est jamais trop tard pour agir. Donc, ces pensées-là tourner vers l'avenir vont venir impacter le bien-être. Et évidemment, et je vais terminer là-dessus, la manière qu'on va réguler, qu'on va faire face à notre éco-anxiété va faire en sorte que soit qu'on va aller vers le chemin de l'éco-paralysie qu'on parle, c'est-à-dire qu'on va tellement être submergé par ça, se sentir tellement impuissant qu'on ne sera pas capable de s'impliquer, de s'engager dans la lutte au changement climatique, par exemple.
ou au contraire, si on y fait face de façon constructive et adaptative, ça peut nous amener à vouloir s'engager dans notre milieu, changer nos comportements à la maison. Par exemple, on parle des éco-gestes, mais aussi, et j'espère, et ça, c'est l'objet de notre projet de recherche d'ailleurs, puis on pourra en parler à la discussion ou pas, mais c'est comment l'éco-anxiété peut être liée à l'implication dans la sphère publique politique, hein, dans le vivre ensemble, donc s'engager collectivement pour essayer de faire changer les choses qui, à son tour, peut avoir un impact bénéfique ou non. Hein. L'engagement militant, l'activisme peut amener aussi son lot d'épuisement et de désillusion aussi. Donc, d'où le lien ici aussi entre engagement et indicateur de bien-être. Voilà. Donc, je pense que je vais finir là, puis on pourra parler, je vais pouvoir prendre des questions. Merci beaucoup Anne-Sophie. C'était très, très, très intéressant, très riche. On va laisser la parole aux questions. Oui, on va commencer par Alexandre Gagnon. Il a une question pour nous. Oui, bonjour, merci Anne-Sophie pour ta présentation. Je me demandais, dans le fond, tu sais, la mémoire du risque, par exemple, des inondations, ça a tendance à s'effacer un peu à travers les années. Est-ce que tu avais vu des projets au Québec ou à l'international où on avait réussi à garder la mémoire du risque un peu vivante, mais sans aller jusqu'à rendre les gens anxieux, là, permanents ou aller trop loin puis les rendre un peu trop anxieux. Donc, je voulais savoir si tu avais des exemples de projets là-dessus. C'est une bonne question, puis un bon commentaire d'ailleurs. Vite comme ça, je n'ai pas d'exemple de projet. Je peux juste, en fait, j'abonde dans le même sens. C'est un enjeu, puis c'est normal aussi là, quand on vit un événement comme ça, une inondation, ça fait partie des mécanismes de coping, d'essayer de dire, OK, ben, c'est derrière nous, ça va mieux aller, je ne veux plus trop y penser, ou etc. Et donc, qu'est-ce qui va faire en sorte qu'il y a un ménage, une famille qui va vraiment penser à l'avenir aussi, s'adapter versus non? Bien là, il y a plein de facteurs qui peuvent venir influencer ça, dont l'éducation, l'information accessible ou pas, qu'est-ce qui est accessible au niveau des municipalités, l'aide aussi associée. Donc, tout ce qui influence la perception du risque futur également. Donc, oui, l'idée, c'est pas que d'être dans un état de grande anxiété, d'anxiété élevée tout le temps, mais il faut s'adapter. Puis c'est compliqué. Il y a des obstacles, même dans l'est du pays, où clairement, là, les berges, là, ça en va, l'érosion des berges menace des maisons, des vies, puis ils ne veulent pas partir, et ils le voient pourtant. Donc, c'est compliqué. Il y a aussi les idéologies politiques qui jouent beaucoup. Donc, il y a des études qui ont démontré que même, entre autres au Texas, par exemple, là, des agriculteurs qui vivaient sécheresse par-dessus sécheresse, s'ils ne voyaient pas le lien avec les changements climatiques et s'ils étaient de droite, ben, ils ne vont pas s'adapter plus, ils ne vont pas changer, ils ne vont pas modifier leur comportement, leur organisation et tout. Et ça vient jouer. Donc, il y a plusieurs facteurs qui viennent jouer là, puis c'est tout un défi à la fois pour l'intervention puis la sécurité civile par la suite. Merci. Merci Anne-Sophie. Si nos invités n'ont pas de questions, moi j'en ai une pour toi Anne-Sophie. La vulnérabilité économique, est-ce que c'est un facteur parce que vivre dans un environnement où on est à l'aise aussi financièrement, je pense que c'est un des facteurs quand on a comme un peu la sécurité financière pour s'adapter, pour se prémunir des outils, pour se protéger, entre autres des inondations ou tout autre facteur qui pourrait être causé par les changements climatiques. Mais est-ce que dans tes recherches, est-ce que ça apparaît un peu, le fait de vivre dans un environnement, dans un milieu défavorisé ou dans des quartiers qui sont un peu plus démunis que d'autres?
Oui, pas dans mes recherches à moi, mais effectivement, là, je pense à d'autres recherches. Oui, c'est un enjeu, puis on le sait, le statut socio-économique est un bon prédicteur de la santé physique aussi. Donc, encore plus quand on parle de désastres et tout, on sait quand il arrive des désastres naturels et tout, ben, les plus vulnérables, c'est les plus pauvres, les populations marginalisées, les femmes, les enfants, les personnes âgées, à peu près tout le monde, sauf les hommes blancs de 40 ans. Et ça, c'est des inégalités donc, qui influencent effectivement les capacités de résilience là, face à ces chocs-là aussi. Deux choses. Un, des fois, il y a des perceptions biaisées, c'est-à-dire s'il y a une inondation, que tu sois mais en Lada ou avec une Ferrari, ta Ferrari, elle va partir dans l'eau pareil, dans le sens que tu peux être impacté même si tu as un plus grand revenu, mais c'est sûr qu'il y a beaucoup plus de flexibilité par la suite pour te remettre dans la phase de rétablissement et tout, et dans la phase de protection, évidemment. Deuxième chose, au niveau de l'éco-anxiété, là, il y a de plus en plus un mouvement, en fait, qui vient dire, entre autres, des communautés racisées qui disent, nous, on n'a pas le temps d'être éco-anxieux, on est dans la survie, puis on a d'autres luttes sociales aussi à mener. Mais évidemment, après, ils sont touchés, puis ils sont inégalement touchés bien souvent par les désastres. Mais du côté de l'éco-anxiété, bien souvent, ils n'ont pas le temps de se projeter comme ça parce qu'ils sont dans la survie même aussi. Merci, très intéressant. Avez-vous d'autres questions pour Anne-Sophie? Il nous reste 1 minute. Oui, Johanna. Bonjour. Dans le fond, moi, c'était plus par rapport à la définition que vous aviez faite au début de l'éco-anxiété. On parlait de quelque chose, dans la définition qui avait été présentée. Là, je sais que tu as dit qu'il y avait comme plusieurs autres définitions, mais que c'était quelque chose qui allait arriver comme dans le futur. Mais est-ce que ça peut être parce que parfois, mettons, on voit des choses sous nos yeux, puis ça nous fait vivre aussi de l'éco-anxiété sur le moment. Fait que je me demandais, en fait, pourquoi la définition que vous nous aviez présentée était plus basée sur des choses qui seraient arrivées, qui arriveraient dans le futur, dans le fond. Oui. En fait, c'est lié. Mais oui, donc il y a dans le présent, on vit dans le présent et là, on a de l'information, on voit qu'il est arrivé quelque chose, un désastre et tout. Mais après, c'est que dans la définition, mais même de l'anxiété en général, c'est que c'est tourné vers une anticipation, mais ça peut être dans les semaines plus tard, mais on la vit présentement, ça peut être déclenché par de l'information, des images de choses qui se sont déjà passées, mais c'est qu'il y a une différence entre le stress, qui est une menace directe devant nous d'un événement, et l'anxiété, qui est plus, c'est comme si le lion avec l'anxiété là, est dans notre tête, pas juste dans notre tête, là, est réel aussi, mais c'est dans l'anticipation. Puis je vois Inès, peut-être qu'Inès pourrait aussi parler plus longuement de ça. Mais donc, c'est ce lien-là avec le futur qui n'est pas nécessairement là quand on est en réaction directement, là, quand on subit un événement. Donc, c'est ce lien entre le présent, le futur. Mais clairement, c'est un fil conducteur là, temporel. Là. Puis je pense à Aurélien Barrault là, récemment qui a fait un discours devant le patronat, puis qui dit on n'est plus dans une. En fait, on est dans. Comment qu'il dit ça? Je ne veux pas dire, mais on est dans un cas. On n'est plus dans l'anticipation de l'avenir, on est dans un constat de l'échec du passé, du présent, en fait. Mais c'est aussi ça. L'inaction présente crée beaucoup d'éco-anxiété aussi, mais on est tout le temps rattaché à vers où on s'en va, qu'est-ce qu'on va devenir en tant que personne, que société, etc. Donc, le lien avec l'anticipation est quand même là dans l'éco-anxiété. Merci. Merci Anne-Sophie. Moi, j'aime beaucoup la fiche que les jeunes arborent ils disent il n'y a pas de planète B. On a une seule planète. Ou on la protège ou on est comme... Donc là, ça, je pense, c'est ce qui résume. Anne-Sophie, je te laisse le mot de la fin. Puis ensuite, on va remercier nos invités. Oui, absolument. Je remercie le risque encore une fois et vous qui avez assisté à
à cette petite courbe. Il y avait beaucoup d'informations, là, je m'excuse, j'ai essayé de passer au travers de tout ça. C'est des phénomènes très complexes qui importent. J'ai essayé, en fait, là, quelque chose à retenir, c'est que, bon, la santé, c'est quelque chose de global. Ce n'est pas seulement une absence de maladie, mais c'est aussi, en fait, surtout un état de bien-être général. Et le bien-être des individus et des communautés importe et ce n'est pas pris assez en compte, à la fois dans la planification, dans les effets des changements climatiques, dans l'adaptation également, dans les plans climatiques. Et j'en fais un peu mon cheval de bataille. Je vois des personnes ici et je sais que c'est aussi le cheval de... Oui, exactement. Merci beaucoup Anne-Sophie, merci tout le monde, merci d'être aussi nombreux et rester jusqu'à dépassement du 13h. Du fond du cœur, on vous remercie. Suivez toujours nos webinaires du vendredi. Oui, bien sûr, pour répondre à la question, nos webinaires sont toujours disponibles sur notre chaîne YouTube, sur tous nos réseaux sociaux, sur le site web du risque. Je remercie Valérie qui vient d'apparaître à l'écran, qui est notre chef d'orchestre des webinaires du risque. On est un acteur clé dans tout ce qui touche aux inondations au Québec. On prépare pour vous des projets extraordinaires. Suivez nos réseaux sociaux, suivez nos informations. Et puis aussi, au niveau de la santé, Anne-Sophie qui porte ce drapeau fièrement au risque, qui est aussi notre collaboratrice pour tout ce qui est les changements et l'adaptation au changement climatique. Donc, merci infiniment d'être des nôtres aujourd'hui. Inscrivez-vous à notre infolettre pour recevoir l'information. Merci, bonne journée. Au revoir. Au revoir. Merci beaucoup.